Conspiracy Watch est parfois mis au service du pouvoir macroniste. Avec les 2 mandats d'Emmanuel Macron, Conspiracy Watch est encore plus installé dans le paysage médiatique et institutionnel et le rend bien au pouvoir macroniste. Ce site et d'autres complotologues, comme je les appelle, les fact-checkers, ont porté le regard sur le mouvement des Gilets jaunes en se focalisant uniquement sur les fausses informations, le complotisme qui émanait du mouvement. Et il y en avait, c'est vrai. Moi, c'est un épisode qui m'a marqué, qui m'a, à vrai dire, profondément irrité, en fait. Peut-être que si j'ai décidé de porter mon attention à ce point sur cette mouvance et ce site, ça provient peut-être du mouvement des Gilets jaunes et de la façon dont ils l'ont traité. J'appelle ça une idéologie libérale atlantiste, une préférence pour les formes de société occidentale, avec une croyance, mais vraiment dogmatique, à ce qu'on appelle la démocratie libérale. À partir du moment où un pays reçoit cette étiquette, ce pays-là est immunisé contre toute une série de critiques et d'observations, y compris quand c'est les États-Unis. L'origine du déclenchement de la guerre en Irak avec cette fausse information sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, quand on se prétend un spécialiste des théories du complot, de la désinformation, passer à côté de cette fausse information-là, qui est quand même peut-être la plus importante de l'histoire récente. C'est au mieux de la négligence, mais moi j'appelle ça de la complaisance avec la violence impérialiste. Chez les complotologues, généralement, dès que vous mentionnez les services de renseignement occidentaux, hop, ça y est, vous êtes parti dans le camp des complotistes. Vous dites CIA, hop, CIA, non, vous êtes un complotiste. Laurent Doré, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, tu es journaliste et essayiste spécialisé dans la critique des médias et tu travailles en particulier sur les dispositifs de propagande dans les sociétés occidentales. Alors, on est très content de te recevoir parce que dans ton dernier livre, L'anticomplotisme officiel, tu as fait un travail d'investigation vraiment formidable pour détricoter tous les réseaux de soi-disant fact-checkers et autres chasseurs de conspirationnistes. Tu as levé le voile sur l'idéologie qu'il y a derrière tout ça et c'est pas vraiment très très joli à voir. Donc on va expliquer tout ça au cours de cette interview, mais pour commencer, j'ai envie de te demander peut-être de nous expliquer, d'introduire la notion centrale. Qu'est-ce qui est supposé être le complotisme ? Eh bien, disons que, d'abord, merci de me recevoir. Disons qu'il y a plusieurs définitions qui sont en circulation, mais ce qui domine, c'est peut-être le fait d'attribuer à un groupe agissant dans le secret, se coordonnant et complotant, avec des intentions malveillantes à l'égard du plus grand nombre. Donc ça peut être des groupes différents. Selon les théories du complot, ils sont de différentes natures, ces groupes. Mais c'est ça, c'est de postuler l'existence d'un groupe agissant dans le secret et de façon malveillante sur les affaires du monde et s'efforçant de contrôler les sociétés pour satisfaire leurs propres intérêts. Et généralement, c'est avec des intentions malveillantes à l'égard du plus grand nombre. Alors, ça fait une dizaine d'années qu'on entend vraiment parler très très souvent de cette histoire de complotisme. Auparavant, ça existait, mais c'était très marginal, quoi. On en parlait vraiment que très épisodiquement. Il s'est passé quoi il y a une dizaine d'années pour que tout d'un coup, on en parle autant ? Est-ce que, je sais pas, il y a eu l'émergence de plein de complotistes qui n'existaient pas avant, ou est-ce qu'il y a une autre explication ? On peut déjà peut-être remonter au 11 septembre et aux théories alternatives sur ces attentats. C'est peut-être là que le sujet émerge vraiment fortement. Mais après, effectivement, plus récemment, avec disons le Brexit, et puis l'élection de Donald Trump, le premier mandat, où là, de façon plus vaste, c'est également les fausses informations, mais le conspirationnisme. Et donc, certains font débuter l'ère de ce qu'on appelle la post-vérité, qui pour moi est une notion qu'il faudrait beaucoup questionner, interroger, parce qu'elle est floue et pas tellement opérante. Mais certains font débuter l'ère de la post-vérité au moment du Brexit, le référendum sur le Brexit, l'élection de Trump.
On pourrait la faire débuter avant avec la fausse information d'ampleur significative sur les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein en Irak. Il me semble que c'est quand même une fausse information avec une dimension complotiste aussi, puisqu'il y avait un deuxième volet. Il s'agissait de dire que non seulement Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, et donc il fallait intervenir très très rapidement pour l'empêcher de s'en servir, mais aussi qu'il y avait des liens avec Al-Qaïda. Ça, on a un peu oublié ça, c'est qu'il y avait deux piliers en fait, à cette fausse information. Saddam Hussein était de mèche avec Al-Qaïda, et donc il fallait d'autant plus intervenir militairement pour l'empêcher d'agir. Donc, on pourrait faire, si on accepte la notion de post-vérité, je pense qu'on peut franchement s'en dispenser, on pourrait aussi la faire débuter à ce moment-là avec quand même, c'est pas seulement l'administration Bush Junior et la CIA, c'est différents médias, dont le New York Times, qui ont amplifié cette fausse information, et en France aussi, il y avait des cercles, des néoconservateurs, comme le cercle de l'oratoire, justement, qui était le rendez-vous des néoconservateurs à la française et qui ont fait la promotion des guerres d'agression de George Bush Jr. Alors pour mieux comprendre tout ça, il faut s'intéresser aux fameux chasseurs de complotistes que tu appelles en fait des complotologues. Dans ton enquête, tu t'es concentré sur un personnage assez central, évidemment, qu'on connaît, qui est Rudi Reichstadt. Pourquoi lui et quel est son parcours? Pourquoi lui? Parce qu'il est reconnu comme l'expert de référence aujourd'hui sur ces questions-là, sur le complotisme, la désinformation, les théories du complot et la lutte contre les fausses informations. Voilà, en fait, je fais le constat que dans les médias dominants, dans les institutions, il est identifié comme l'expert de référence avec les gens qui gravitent autour du site qu'il a fondé, Conspiracy Watch, qu'il a fondé en 2007 sous la forme d'un blog personnel. À l'origine, c'est uniquement ce blog qu'il a lancé. Et puis, chemin faisant, il a réussi à avoir des subventions, d'abord des subventions privées, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ce qui lui a permis de développer le site et de professionnaliser, et puis de travailler pour le site et d'abandonner la carrière qu'il avait par ailleurs. Et puis voilà. C'était quoi sa carrière d'ailleurs? C'est quoi son parcours? C'est un universitaire? Il a fait Sciences Po à Aix-en-Provence. Il me semble aussi qu'il a tenté l'ENA, mais qu'il a échoué. Après, il a eu un peu des activités de pigiste aussi dans les années 2000. Et puis, il a estimé qu'il y avait un manque dans l'espace médiatique français. Il n'y avait pas de site spécialisé dans l'observation et la critique des théories du complot. C'est pour ça qu'il a décidé de lancer le blog Conspiracy Watch. Maintenant, donc, il y a une association derrière qui s'appelle l'Observatoire du conspirationnisme, qui édite le site Conspiracy Watch, qui est un média de presse en ligne, avec une petite équipe maintenant autour. Ça reste une petite équipe, et ça s'est quand même beaucoup développé, avec des appuis institutionnels, des subventions également publiques. On est autour maintenant de, je pense, 235, 240 000 euros de subventions par an pour faire vivre ce site. Il y a des pigistes qui collaborent, ils font des émissions aussi en ligne sur leur chaîne YouTube. Rudi Reichstadt et Tristan Mendès France, donc c'est l'autre figure un peu connue du site, ont par ailleurs une émission sur France Info qui s'appelle Complorama. Tristan Mendès France a une chronique hebdomadaire sur LCI dans l'émission Les Vérificateurs. Rudi Reichstadt écrit également dans le Parisien Dimanche. Rudi Reichstadt et David Medioni, qui est un autre membre de l'équipe de Conspiracy Watch, se retrouvent dans la rédaction de Franc-Tireur pour une chronique régulière sur les théories du complot. Donc c'est difficile de les rater en fait dans l'espace médiatique quand il est question de conspirationnisme et de désinformation. Voilà, ils se sont bien installés dans le paysage. Ils ont été, c'est ce que je montre dans le livre, ils ont été promus, aidés par certains réseaux pour en arriver là. Pour aller vite, c'est les réseaux de Manuel Valls, Printemps républicain, etc., qui ont beaucoup contribué à cette promotion et au fait que maintenant le site est établi comme le site de référence. Caroline Fourès, qui maintenant est la patronne de Rudi Reichstadt au sein de Franc-Tireur. Voilà, ce sont des réseaux que j'appelle des réseaux libéraux atlantistes. Des fois, encore sur une ligne néoconservatrice, mais c'est plus large que le mouvement néoconservateur, c'est libéral atlantiste. Voilà.
Oui, parce que tu montres que Rudi Reichstadt a réussi à avoir rapidement, finalement, beaucoup d'influence, sur Wikipédia, même auprès de Google. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il a réussi à acquérir une telle influence? Eh bien, c'est par ses appuis médiatiques et institutionnels, voilà, les autorités, les rédactions se tournent plus volontiers vers lui parce à partir du moment où on est identifié comme un expert voilà, de référence sur le sujet, bon, bah, il y a un peu je sais pas, du mimétisme et de la flemme aussi, notamment dans les médias. Voilà, on se tourne vers la personne qui est établie comme la référence. Et puis, bah, bon, oui, pour le côté institutionnel, c'est vraiment à partir de 2015, après les attentats, qu'on s'est tourné fortement vers Rudi Reichstadt et Conspiracy Watch. Et là, c'est le gouvernement Valls et le ministère de l'Éducation de l'époque, qui était dirigé par Najat Vallaud-Belkacem. Et c'est un peu le bond en avant médiatique et institutionnel pour Conspiracy Watch. Et puis, bah, ça n'a cessé de s'amplifier et de se consolider par la suite. Et avec les deux mandats d'Emmanuel Macron, Conspiracy Watch est encore plus installé dans le paysage médiatique et institutionnel. Et bah, Conspiracy Watch le rend bien au pouvoir macroniste parce que ça fait partie des médias qui épargnent Emmanuel Macron et ses relais médiatiques, y compris quand Emmanuel Macron s'égare et se livre aux fausses informations, aux théories du complot. Vous pouvez compter sur Conspiracy Watch pour ignorer ces manifestations qui sont pourtant... Ça mériterait d'être observé. Quand un chef de l'État se livre à la désinformation, à des raisonnements conspirationnistes et les livre publiquement, peut-être que ça serait intéressant que le site de référence sur le sujet se penche dessus. Et en ce qui concerne les GAFAM et l'appui voilà, de Google, mais pas seulement, il y a un système d'aide que Google offre à des associations, c'est de leur permettre de publier des annonces, on appelle des annonces sur son moteur de recherche. Et les annonces, en fait, c'est de la promotion de contenu. C'est-à-dire que quand vous faites une requête sur le moteur de recherche, eh bien, les contenus qui bénéficient de ce programme vont apparaître plus facilement en tête voilà, de la page de recherche. Et donc, si vous faites une recherche sur une notion, sur un personnage en lien avec les théories du complot, la désinformation, etc., vous tomberez plus volontiers sur une page issue de Conspiracy Watch, et notamment les notices, parce que le Conspiracy Watch publie beaucoup de notices et les actualise sur des personnes, sur des notions, sur des concepts. Et voilà, et c'est gratuit. C'est-à-dire que Conspiracy Watch bénéficie de ça gratuitement. Ça va jusqu'à $10 000 par mois, qui sont voilà, accordés aux associations qui bénéficient de ce programme. Je ne sais pas si ça va jusqu'à $10 000 pour Conspiracy Watch, mais c'est gratuit, c'est une visibilité immense qui est offerte gratuitement par Google à Conspiracy Watch. Et Conspiracy Watch a beaucoup été aidé également par Twitter. Alors voilà, je dis à dessein Twitter parce que c'est plutôt l'ère pré-Elon Musk, mais voilà, disons les grandes plateformes états-uniennes favorisent la promotion et la visibilité des contenus de Conspiracy Watch par ce type de programmes qui sont en fait voilà, un soutien algorithmique aux contenus produits par Conspiracy Watch. Comme tu disais aussi, on voit que tout ça a été fortement développé, appuyé par Manuel Valls à l'époque, avec tout le réseau du Printemps républicain, etc. Mais est-ce qu'avec Emmanuel Macron, ce réseau a perdu en influence? Absolument pas, il s'est consolidé, amplifié, et même Conspiracy Watch s'est parfois mis au service du pouvoir macroniste. C'était notamment le cas pendant le mouvement des Gilets jaunes, et ça, c'est un épisode qui m'a marqué, qui m'a, à vrai dire, profondément irrité, en fait. Mais là, Conspiracy Watch n'est pas le seul média en cause. La façon dont ce site et d'autres complotologues, comme je les appelle, les fact-checkers, ont porté leur regard sur le mouvement des Gilets jaunes en se focalisant uniquement sur les fausses informations, le complotisme qui émanait du mouvement, et il y en avait, c'est vrai. Ici et là, on pouvait observer des manifestations de conspirationnisme et de malinformation. Mais il y avait aussi, du côté du pouvoir macroniste et de ses relais médiatiques, pas mal de choses à observer. Et ça,
ça a été largement occulté par Conspiracy Watch et voilà, les complotologues qui sont dans cette même mouvance. Et c'est pas acceptable. Moi, je cite Julien Binda en introduction du livre parce que j'estime qu'il faudrait un retour en fait, à la considération des faits, de la vérité, et sans se laisser égarer par les allégeances idéologiques, les préférences politiques. Non, c'est un sujet qu'on observe de façon rationnelle. Et quand il y a des écarts en matière de conspirationnisme et de désinformation du pouvoir, de ces relais médiatiques, eh bien, on les traite, on les observe, et on ne se focalise pas uniquement sur ce qui émane d'un mouvement qui nous déplaît, en fait, parce que c'est ça, au fond. Pourquoi ils se sont focalisés à ce point sur le mouvement des Gilets jaunes jusqu'à le considérer comme antisémite, parce que c'est aussi ça, hein, je le montre dans le livre, par glissement successif, on arrive à considérer que c'est un mouvement antisémite, et même Rudi Reichstadt, dans un article, a dit « Si ce mouvement avait une telle complaisance pour l'antisémitisme, et je vous donnerai un exemple après sur le type de démonstration qu'il fournit pour établir ça, c'est parce que donc il avait une complaisance à l'égard de l'antisémitisme, mais aussi, comme le peuple français, au début en tout cas, soutenait assez massivement ce mouvement, eh bien, c'est qu'il y avait un problème d'antisémitisme dans le peuple français. C'est ce que Rudi Reichstadt suggère. Et je vous donne un exemple sur le type de démonstration fournie par Conspiracy Watch. Je parle notamment d'une émission pour l'Acadème. L'Acadème, donc c'est pas Conspiracy Watch, mais c'est un site voilà, qui produit beaucoup de vidéos, de contenu sur les questions d'antisémitisme. Et il y a une discussion entre Jean-Yves Camus, le politologue qui travaille pour la Fondation Jean Jaurès, ou également et Rudi Reichstadt, et il discute doctement sur le fait que dans le mouvement des Gilets jaunes, le nom de Rothschild revient fréquemment, et donc il trouve ça extrêmement suspect. Ils y voient un symptôme d'antisémitisme, en tout cas de complaisance avec des raisonnements antisémites. Et à aucun moment dans leur discussion savante, il ne mentionne le fait pourtant un peu important, c'est que Emmanuel Macron a travaillé pour la banque Rothschild. Donc ça ne venait pas de nulle part si, dans le mouvement des Gilets jaunes, certains, dans des pancartes, dans des slogans, faisaient mention de Rothschild. Effectivement, si Emmanuel Macron n'avait jamais eu aucun lien avec la banque Rothschild et que des gens n'arrêtaient pas de sortir ce serait un peu suspect, en effet. Mais ce n'est pas le cas. Et ça ne leur vient pas à l'idée de mentionner ça. Enfin, quelle négligence, en fait, quelle nonchalance sur les faits. Et c'est à ce genre de choses qu'on voit des biais idéologiques très très puissants, des œillères, et il s'agit de montrer que ce mouvement est nauséabond et ambigu, et il s'agit de le disqualifier, y compris avec des raisonnements malhonnêtes, qui occultent des faits importants. Et moi, peut-être que si j'ai décidé de me porter mon attention à ce point sur cette mouvance et ce site, ça provient peut-être du mouvement des Gilets jaunes et de la façon dont ils l'ont traité. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Ce qui est fou, c'est que depuis le début, ces fact-checkers, ces chasseurs de complotistes ont rencontré en réalité un flop absolu, quoi. Ça marche pas du tout. Certains sont même violemment harcelés, ce qui est d'ailleurs condamnable, hein, parce que on peut tout à fait, on doit les critiquer et critiquer leur vision. Mais enfin, faut pas tomber dans l'insulte, dans l'injure. En tout cas, c'est se mettre à leur niveau. J'ai presque envie de dire. Faut rester, au contraire, si on reste sur des faits, ça permet justement d'avoir une critique plus efficace. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à s'acharner sur leur truc ? C'est une bonne occasion de dire qu'en effet, je trouve déplorable en fait la situation actuelle. C'est-à-dire que du côté des complotistes ou de ceux qui parfois cèdent au complotisme, mais aussi de gens qui sont accusés à tort d'être des conspirationnistes, il y a des réactions très très vives, très virulentes à l'égard de Conspiracy Watch, mais pas seulement, également Julien Pain, etc.
Et on est dans une situation, c'est vraiment des tranchées, et des deux côtés, on creuse, et les tranchées deviennent de plus en plus profondes, et je ne vois pas comment on va sortir de cette situation. Parce qu'en effet, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui déversent des moqueries pas toujours très, très fines, parfois des menaces, des choses assez malveillantes, et parfois même des propos antisémites, visant l'équipe de Conspiracy Watch. C'est scandaleux, bien Donc sûr. ça ne va pas du tout. Donc, moi, j'espère qu'on puisse un peu sortir de cette situation et de réintroduire du débat loyal et rationnel sur les sujets dont il est question. Et puis peut-être de permettre à d'autres personnes d'avoir voix au chapitre. Moi, je parle dans la conclusion du livre d'un universitaire qui s'appelle Julien Giry, G-I-R-Y, qui est un universitaire spécialiste du complotisme, mais qui est pratiquement invisible dans les médias. Et il y a des personnes qui ont une autre approche du conspirationnisme que celle de Rudi Reichstadt et de Conspiracy Watch, et qui sont invisibles, et ce serait souhaitable de les écouter. En plus, Julien Giry développe une critique de Conspiracy Watch et de la façon dont il pratique l'anticomplotisme, et donc ce serait bien de l'entendre davantage. C'est pas le seul. Il y a quelqu'un comme Emmanuel Kreis aussi, K-R-E-I-S, qui est un autre universitaire spécialiste du complotisme, également critique du travail de Conspiracy Watch, mais qu'on ne voit pas. Donc si on pouvait déjà, si les médias, en commençant par les médias indépendants, mais aussi plus largement les médias dominants, inviter ces personnes-là, qu'on puisse écouter ce qu'elles ont à dire, comparer avec les démonstrations de Conspiracy Watch et des complotologues de cette mouvance-là. Et puis voilà, peut-être qu'on va progresser dans le débat et sortir un peu de l'ornière, parce que là, on est dans une situation qui est irrespirable. Enfin, moi, j'estime que c'est irrespirable. Il y a énormément de crispation. Les gens ne s'écoutent même plus. C'est très visible quand on voit sur les réseaux sociaux les invectives, etc. C'est un champ où il y a une pluralité d'approches, et le fait que Conspiracy Watch occupe une telle place, ça masque justement la diversité des analyses, des approches, des angles, et pour essayer de retrouver le chemin du dialogue, de la rationalité sur ce champ qui en manque cruellement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils revendiquent dans leur approche une espèce d'obsession des faits. Les faits sont absolus, soit vrais, soit faux. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contexte. C'est quoi ton analyse sur le passage d'une forme de journalisme au fact-checking? Est-ce que ça aide véritablement à mieux comprendre le monde? Disons que on peut considérer ça comme un recul, puisque avant le fact-checking, la vérification des faits était totalement intégrée au travail journalistique. Il n'y avait pas de cellules autonomes et visibles. C'était intégré aux rédactions, et puis c'était intégré au propre travail des journalistes. Enfin, c'est la base de la vérification des faits, établir clairement les faits, ne pas avancer des choses qui sont fragiles factuellement. Donc le fait qu'il y ait eu ces cellules de fact-checking, de vérification qui émergeaient publiquement, et avec à l'intérieur de médias comme Libération, comme Le Monde, que ces cellules aient émergé, je pense que c'est une réponse à cette prétendue ère de la post-vérité. Il fallait agir face après le Brexit, après l'élection de Trump. Il fallait contrer cette dérive populaire sur les fausses informations, le conspirationnisme. Sauf que moi, je suis pas contre, parce que d'ailleurs, il y a certaines cellules qui font du bon travail. La Check News sur Libération, très régulièrement, il y a de très bonnes choses, notamment sur ce qu'ils ont produit après le 7 octobre 2023 en Israël et à Gaza. Il y a des choses vraiment excellentes. Après, voilà, c'est à juger au cas par cas. Mais ce que je reproche un peu à ces cellules, c'est de pratiquer un deux poids, deux mesures, d'avoir également des œillères. Je consacre un chapitre du livre au cas de Julian Assange. Et Julian Assange a été la cible de beaucoup de fausses informations, de théories du complot. Et malheureusement, ces cellules de fact-checking ne se sont jamais intéressées à ces aspects-là. C'est très bien le fact-checking, à condition de le faire tout azimut, pas seulement sur des aspects qui arrangent le pouvoir, en fait. C'est ça, qui ménagent le pouvoir. Et il faut creuser partout où il y a des choses à creuser.
et traiter la désinformation et le conspirationnisme d'où qu'ils viennent. C'est d'ailleurs, pour revenir à Conspiracy Watch, ceci, c'est dans les statuts de l'Observatoire du conspirationnisme, donc l'association qui édite Conspiracy Watch. Le site est censé observer et critiquer les théories du complot sans exclusive, c'est l'expression qui est utilisée. Sans exclusive, ça veut dire sans œillère, de façon impartiale, sauf que ce n'est pas le cas. Il me semble que dans le livre, je démontre que ce n'est pas le cas. Il y a un deux poids, deux mesures qui est plus ou moins, disons, flagrant selon les sujets. J'estime qu'il est particulièrement flagrant sur les questions internationales, sur la géopolitique, où c'est là que les biais sont peut-être les plus visibles, mais également en politique intérieure française, où disons la préférence de Conspiracy Watch pour le pouvoir macroniste, mais avant la tendance valsiste, voilà, du PS, est très très voyante et se manifeste dans leur contenu. Oui, parce qu'en fait, tous ces complotologues, ils se revendiquent comme étant neutres, comme s'ils n'avaient aucune idéologie, mais dans ton enquête, on voit bien que, même en tout cas s'ils sont aveugles à leur propre idéologie, ils en ont bien une. Et quelle est-elle ? Pour la résumer, j'appelle ça une idéologie libérale atlantiste, c'est-à-dire une adhésion à aussi l'occidentalisme, c'est-à-dire une préférence pour les formes de société occidentales, avec une croyance, mais vraiment dogmatique, à ce qu'on appelle la démocratie libérale. C'est une chose qui n'est pas du tout questionnée. Est-ce que nous vivons authentiquement des démocraties libérales? Il me semble que ça peut faire débat. Un petit peu. Pour Rudi Reichstadt, c'est pas du tout le cas. Et donc, à partir du moment où un pays reçoit cette étiquette de démocratie libérale, eh bien, ce pays-là est immunisé contre toute une série de critiques et d'observations, et y compris quand c'est les États-Unis. Et pourtant, il me semble qu'en termes de dysfonctionnement, de violence, la société américaine se pose là. Mais comme, selon Rudi Reichstadt, mais ce n'est pas le seul, c'est un pays qui est, selon eux, une démocratie libérale, alors, par exemple, quand un pays livre des guerres d'agression, il faut trouver une forme de justification pour que ce soit plus ou moins acceptable. Et je traite dans le livre du cas de la guerre d'agression contre l'Irak. Et de la façon dont Rudi Reichstadt traite justement la fausse information sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et il trouve, par des acrobaties rhétoriques, une façon de retomber sur ses pattes et de faire en sorte que cette fausse information, qui a quand même des dimensions apocalyptiques, c'est-à-dire que les répercussions se font subir encore maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'agression de l'Irak avec peut-être jusqu'à 1 million de morts, mais c'est également le développement d'Al-Qaïda, c'est également l'émergence de l'État islamique. Et donc, toutes les personnes qui ont eu à subir les attentats djihadistes par le monde, il y a un lien parfois direct avec l'Irak et le chaos que les États-Unis ont semé là-bas. Et donc, l'origine du déclenchement de la guerre en Irak avec cette fausse information sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, c'est traité avec beaucoup de nonchalance. Et il s'agit de traiter ça comme une erreur de bonne foi de l'administration Bush Junior et de la CIA. Et Rudi Reichstadt dit qu'ils ont cru authentiquement que Saddam Hussein avait ses armements. Et donc, c'est un dysfonctionnement des services de renseignement qui se sont laissés égarer, mais qui ont cru authentiquement. Et donc, pour lui, il faut accorder du crédit à la parole des agresseurs, et c'est-à-dire quand Colin Powell dit « oui, mais je croyais vraiment que Saddam Hussein avait ces armes-là », ou que le directeur de la CIA de l'époque, George Tenet, croyait vraiment que ces armes étaient en possession de Saddam Hussein, il faut les croire sur parole. Ça, c'est vraiment occulter le savoir, en fait. Bien sûr, la documentation qui établit les enquêtes journalistiques, mais également les documents qui ont soit été qui ont fuité ou qui ont été déclassifiés et qui montrent que non, on est bien en face d'une entreprise de désinformation, de falsification délibérée et pour déclencher la guerre en Irak. Il ne s'agit pas d'égarement, d'erreurs d'analyse. Et ça, quand on se prétend un spécialiste des théories du complot,
de la désinformation, passer à côté de cette fausse information-là, qui est quand même peut-être la plus importante de l'histoire récente. C'est au mieux de la négligence, mais j'appelle ça de la complaisance avec la violence impérialiste. Ouais, d'autant que c'est renforcé, comme tu disais aussi, par le vice-président à l'époque qui disait que Saddam Hussein était complice des attentats du 11 septembre, ce qui était complètement fou. Et la majorité des Américains le croyaient, alors que c'était évidemment totalement risible. Ce qui revient aussi dans leur discours, puisque tu en parles, c'est le fait que finalement, ce qu'ils font, c'est pour la démocratie dans le pays. Mais est-ce que ces gens, ils en ont vraiment quelque chose à faire de la démocratie ? Moi, je ne suis pas dans leur esprit. Je pense qu'ils sont soucieux de ce qu'ils entendent par démocratie. Mais si, pour eux, les États-Unis, par exemple, sont une authentique démocratie fonctionnelle, satisfaisante, et que la puissance publique états-unienne satisfait les aspirations légitimes, majoritaires du peuple états-unien, bon, moi, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mais si le fait d'organiser des élections comme ça de façon régulière, c'est un critère suffisant pour dire qu'une société est démocratique, ça me semble un peu faible. Quant au fonctionnement, disons, des contre-pouvoirs, puisque c'est souvent un élément qui est allégué pour dire que la société américaine ou française sont de pleines démocraties. Pour le cas états-unien et français, il me semble que les contre-pouvoirs sont soit défaillants, soit faibles, soit des fois absents, et donc il y a matière à de forts perfectionnements. Mais ça, c'est, dans le paradigme de Conspiracy Watch, c'est déjà avoir un discours qu'ils appellent anti-système. Moi, je n'utilise pas tellement cette expression-là, mais tout ce qui est considéré comme anti-système, et alors on peut mettre énormément de choses sous cette appellation-là, ça peut être à gauche, à droite, etc. Pour eux, c'est c'est l'antichambre du conspirationnisme, de la désinformation. Quand on est anti-système, c'est qu'on estime que la situation n'est pas tout à fait satisfaisante. Donc, on est en train de glisser vers une critique irrationnelle, injustifiée. Et donc, oui, à partir du moment où, dès qu'on est anti-système, on sort du cadre de la démocratie libérale, etc. Parce que pour eux, c'est, grosso modo, s'il n'y avait pas les prétendues ingérences étrangères massives qui sont alléguées, ça irait plus ou moins bien. En fait, tout le monde serait valsiste pour BHL. C'est ça. Ça me semble évident. S'il n'y avait pas des acteurs étrangers avec leur relais intérieur qui s'agitaient pour déstabiliser les belles et fragiles sociétés occidentales, tout irait bien. Des fois, on a l'impression que c'est ça, en fait, dans leurs analyses. C'est que, grosso modo, ça va bien. La façon dont pour eux, ça va bien. Oui, les pouvoirs occidentaux mènent leurs affaires, la façon dont les médias dominants traitent les affaires du monde. Il y a ici et là à redire, mais grosso modo, ça va bien. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où on développe une critique systémique des centres de pouvoir, qu'ils soient politiques, médiatiques, etc., eh bien, on sort de ce cadre-là et oui, on est vite renvoyé vers l'irrationalité, le complotisme, la désinformation. Et Franc-Tireur, que j'ai mentionné déjà, a pour devise, je crois, c'est la raison est un combat. Donc moi, ça, quand des organisations, des personnalités sont des pratiquants intenses de la fausse information, du complotisme, et prétendent œuvrer pour la raison, ça m'irrite particulièrement. Et c'est peut-être aussi ce qui a contribué à l'écriture de ce livre, c'est que c'est encore plus irritant quand tout cela est fait prétendument au nom de la raison, des faits, de la rationalité, de la méthode scientifique. Il me semble qu'on est très très loin de ces principes-là que moi j'estime de pleine valeur. Et suivre la méthode scientifique, la rationalité, oui, je plaide pour ça, mais il faut le faire sérieusement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement alléguer cette pratique-là, il faut la produire effectivement.
Alors, au niveau de la démocratie, il y a un point aussi qui me semble intéressant dans ton champ de compétences. Il y a un point aussi important, c'est que tu fais partie des très rares Français qui ont lu le livre de Rudi Reichstadt, L'opium des imbéciles. Alors, il y a pas mal de passages vraiment gratinés que tu commentes dans le livre. Mais moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelque chose d'assez fou, enfin, tant c'est visible, c'est le titre du livre. Est-ce que tu ne trouves pas que ça traduit déjà une espèce de mépris social incroyable? Oui, je pense que, en effet, il s'agit d'un franc mépris. Après, Rudi Reichstadt justifie ça par l'étymologie d'imbécile. Quand il a fait sa tournée de promotion autour du livre, il a dit non, mais imbécile, c'est quelqu'un qui est sans béquille. Donc, qui s'oriente mal, qui titube un peu C'est un compliment, quoi. sur le chemin de la raison. Donc, je trouve ça un peu culotté, en fait, de faire comme si le mot imbécile n'avait pas une acception, disons, bien établie et dominante, et qui est pas particulièrement, disons, élogieuse. C'est une forme de provocation que, pour le coup, là, j'ai pointé tout à l'heure les invectives qui sont déversées sur Rudi Reichstadt et d'autres. Mais utiliser ce terme-là, je ne trouve pas ça très, très, très opportun. Et si Rudi Reichstadt estime que c'est un sujet qui mérite sérieux et que les artifices rhétoriques pas très loyaux sont en fait dispensables, quand on choisit le titre de son livre, on devrait peut-être commencer par ça, ne pas choisir un titre offensant, provocateur, pour après justifier ça par de l'étymologie de façon pas tout à fait convaincante. Alors, ce mépris social, justement, on l'a retrouvé assez clairement dans leur traitement des Gilets jaunes. Tu en as déjà donné un petit exemple tout à l'heure, mais est-ce que tu peux développer et nous expliquer, je dirais plus largement, comment ils ont traité ces événements? En fait, à travers le mouvement des Gilets jaunes et puis plus récemment celui de Bloquons tout, on observe un traitement systématiquement défavorable, et j'estime aussi injuste, même y compris du point de vue factuel. C'est-à-dire, en fait, on en vient à se demander quelle forme devrait prendre une révolte populaire pour trouver grâce aux yeux de Conspiracy Watch et des complotologues. C'est une révolte pour Manuel Valls président. Enfin, je veux dire, c'est ça, en masse pour réclamer le retour aux affaires de Manuel Valls, ou peut-être Bernard Cazeneuve. Enfin voilà, c'est ce type de personnage politique. Ça fait envie. Hein. Voilà, j'en suis venu à m'amuser en imaginant en fait Conspiracy Watch à l'époque de la Révolution française et disant oui, certains disent que Marie-Antoinette a dit qu'il mange de la brioche. Mais c'est une situation faussement attribuée à Marie-Antoinette. Donc les révolutionnaires sont discrédités parce qu'ils utilisent une fake news pour justifier leur aversion pour le pouvoir. Enfin, voilà, c'est un rapprochement ironique, mais en fait, c'est une question que j'adresse en fait aux complotologues. Quelle forme devrait prendre une révolte populaire, un mécontentement massif quant aux situations d'injustice, d'inégalité sociale, économique? Quelle forme ça devrait prendre pour trouver grâce à vos yeux? En fait, quelles que soient les manifestations d'opposition, soit à François Hollande, soit à Emmanuel Macron, ça ne va pas. C'est jamais comme il faut. Et donc, là, on y voit quand même, je pense, une défense de l'ordre bourgeois et du monde tel qu'il va, en régime euro-atlantiste, libéral, Union européenne, OTAN, soumission aux États-Unis, tout ça. Dès qu'on critique trop radicalement, on sort du cercle de la raison. On pourrait utiliser l'expression d'Alain Minc, parce qu'on est tout à fait là-dedans. Hein. C'est sortir du cercle de la raison. Puisqu'on est dans le meilleur des mondes, en fait. Oui, c'est ça, la revue du cercle de l'oratoire, c'est une bonne référence. Et si vous sortez de ce champ-là, vous risquez de vous retrouver dans le collimateur de Conspiracy Watch et d'autres, hein, voilà, les cellules de fact-checking, Julien Pain, Thomas Huchon. C'est un petit monde, c'est ça aussi qui est un peu problématique, c'est que c'est très resserré.
Et il y a peu de diversité entre eux aussi. C'est ce qu'on constate en consultant la production de toutes ces personnes, c'est qu'il y a très très peu de divergences. Ils s'invitent beaucoup les uns les autres et je ne vois pas de désaccords publics qui sont exprimés. C'est-à-dire que c'est très très unifié, très uniforme. Et c'est pour ça que je reviens sur les autres experts qui ne sont pas sollicités et qui pourraient apporter de la contradiction et davantage de débat. Oui, parce que quand on les écoute, quand on lit leurs travaux, on a l'impression qu'on est vraiment cerné par le complotisme, par l'irrationalité. En 2017, l'Observatoire du conspirationniste avait même commandité et publié un sondage qui avait beaucoup fait parler de lui, qui disait assez abruptement que 80% des Français étaient complotistes. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'après toi ? Non, et là, je devrais m'en remettre à toi, puisque tu as observé et critiqué, analysé de près ce sondage. Là, c'était vraiment un cas exemplaire de sondomanie où les sondeurs ou ceux qui ont commandité le sondage voulaient produire un résultat par-dessus tout, et ont rédigé les items de telle façon que les enseignements étaient ceux qu'ils souhaitaient présenter aux médias, à la puissance publique, et donc très très préoccupant. C'était alimenter la panique morale autour du conspirationnisme. Et encore une fois, moi je ne suis pas du tout contre des initiatives d'observation et de critique du phénomène conspirationniste, mais de façon rigoureuse dans la méthodologie scientifique. Il ne s'agit pas de rédiger des questions avec des ambiguïtés telles que les gens ne savent pas tellement bien à quoi ils répondent. Il y a quelques exemples où en fait on ne sait pas en fait ce qu'on doit comprendre dans l'énoncé de l'item, et donc soit on choisit de dire je ne réponds pas, et là voilà. Mais si on répond, en fait on se retrouve dans une case conspirationniste alors que c'est pas du tout ce qu'on avait en tête. Et pourquoi pas faire des sondages sur ces phénomènes-là, c'est même utile, mais ce serait bien que ce soit commandité par des organisations qui ne cherchent pas à tout prix à produire un résultat extrêmement alarmiste et préoccupant et qui justifient leur propre travail. Puisque finalement c'est ça, vous voyez, la situation est extrêmement préoccupante, le conspirationnisme est très prégnant dans la société française, même il se développe, donc voilà, je suis là pour vous avez la solution en Conspiracy Watch, invitez-moi encore davantage, sollicitez-moi encore davantage, et puis par ailleurs on ne tire jamais le bilan de l'action des complotologues, c'est-à-dire qu'à quel moment on va estimer que voilà, on peut faire un état des lieux. Alors est-ce que c'est efficace de mener la cause anticomplotiste de cette façon-là? Est-ce que ça produit des effets positifs, ou est-ce que ça crispe encore plus les gens, et est-ce que ça polarise? Parce qu'ils utilisent souvent cet argument. On vit dans une société extrêmement polarisée, sur le modèle un peu états-unien trumpiste, et c'est une dérive très préoccupante. Mais est-ce qu'eux-mêmes, par leur pratique anticomplotistes, ne contribuent pas à la polarisation, aux crispations? Donc ce serait bien, de temps en temps, d'essayer de tirer le bilan de l'action anticomplotiste pratiquée par Conspiracy Watch et d'autres, et puis de voir que peut-être qu'il y a des choses à améliorer, peut-être qu'il y a de la diversité à introduire, du débat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis peut-être qu'on accomplira peut-être davantage de choses en étant moins sur une ligne de panique morale, où toute critique systémique des centres de pouvoir, disons, occidentaux, est renvoyée vers l'irrationalité, le complotisme, la désinformation, etc. Alors, une objection qui est souvent opposée à ceux qui refusent cette mode du fact-checking, des chasses aux complotistes, c'est de dire que y a quand même des vraies fausses informations qui prospèrent, des vraies manipulations, que c'est même de plus en plus sophistiqué avec l'IA, que ça devient relativement courant. Est-ce que tu penses quand même qu'il faut lutter contre ? En tout cas, l'observer et combattre intellectuellement les manifestations du conspirationnisme, ouais, j'estime que c'est souhaitable. Parce que c'est des
des attitudes qui égarent intellectuellement et politiquement. Ça oriente les personnes qui cèdent dans des impasses politiques parce qu'on se met à chasser des choses qui ne sont pas là, alors que, de mon point de vue, en se basant uniquement sur les faits, sur les choses qui sont bien établies, il y a amplement matière à critiquer l'ordre établi de façon rationnelle, justifiée. Et ce n'est pas la peine de poursuivre comme ça des fantasmes, des chimères, en spéculant, parce que en fait, souvent, le conspirationnisme, c'est de la spéculation. On spécule sur des choses, des indices, des choses fragiles factuellement, et donc on extrapole, on imagine, on complète en fait mentalement ce qui n'est pas là, parce que ça conforte une vision qu'on a déjà. C'est une manifestation du biais de confirmation. Et il me semble que, en tout cas, par exemple pour le cas des États-Unis, en se basant uniquement sur ce qui est bien établi par la recherche, les intellectuels, les historiens, les sociologues, les analystes de géopolitique, etc., il y a suffisamment de matière solide pour critiquer radicalement Washington et la façon dont Washington projette sa violence de par le monde et projette de la violence aussi en interne, hein, puisque c'est une société très violente également pour les États-Unis, notamment pour les plus fragiles d'entre eux, les minorités, etc. Et donc, il me semble que si on se base uniquement sur ce qui est bien établi, ça suffit en fait. C'est pas la peine d'en rajouter, de spéculer et de suivre des pistes conspirationnistes qui ont de fortes chances de vous égarer et de vous envoyer dans le décor. Et en plus, quand des mouvements politiques adhèrent à ces thèses-là, ça a tendance à contaminer ce qui est plus solide par ailleurs dans leurs analyses et leurs propositions. Donc quand on suit des pistes conspirationnistes, on risque de fragiliser le reste de la production intellectuelle qui est peut-être, elle, plus solide. Donc, je conseillerais de ne suivre uniquement que des pistes rationnelles, factuelles, et de s'abstenir. On peut spéculer, mais pour soi. Mais publiquement, quand on produit un discours public, quand on écrit à destination du public, uniquement se baser sur des choses bien établies, factuelles, et il y a, là encore je me répète, il y a amplement matière pour critiquer les pouvoirs établis. Et quelles ont été les premières et les principales victimes de ces chasseurs de complotistes et de fausses informations ? Généralement, les anti-impérialistes. Ça, c'est parmi les personnes qui ont eu à subir le courroux de Conspiracy Watch, il y a les anti-impérialistes. C'est-à-dire que si vous développez des analyses, des critiques de l'Occident impérialiste sous domination états-unienne, il y a de fortes chances que vous ayez un petit article, une notice, des posts sur les réseaux sociaux pour vous épingler. Parce que, là encore, pour Conspiracy Watch, le fait que les États-Unis dominent le monde libre, ça c'est une expression que Rudi Reichstadt utilise au premier degré, sans aucune ironie. Hein. Les États-Unis sont pilotes, sont à la tête du monde libre, et c'est souhaitable que ça reste ainsi. Donc, voilà, à partir du moment où on est dans cette optique-là, eh bien, on en vient à justifier de façon plus ou moins acrobatique les agressions militaires états-uniennes de par le monde. Je n'en ai pas traité dans le livre parce qu'il fallait qu'il parte à l'impression, mais l'agression contre l'Iran dans sa phase la plus intense, récente, quand vous lisez Conspiracy Watch, vous sentez une approbation assez claire de cette agression militaire israélo-états-unienne. Dans le cas du Venezuela, c'est un peu différent parce que pendant de nombreuses années, Conspiracy Watch a traité le pouvoir chaviste comme un pouvoir complotiste, paranoïaque, qui voyait la main de Washington partout pour déstabiliser la société vénézuélienne, etc. Et quand les États-Unis ont enlevé Nicolas Maduro et son épouse au début de l'année, en tuant quand même une centaine de personnes au passage,
En fait, le cas Trump pose un petit peu un problème à ces personnes-là parce que C'est ballot, ouais. il a une pratique tellement vulgaire, tellement frontale. Il n'habille plus tellement. Tellement honnête, des fois. Hein. Voilà, mais c'est ça. Il n'habille plus les visées impérialistes avec un enrobage de communication, comme pouvait le faire Obama ou Biden, où ça passait mieux quand on met les formes, en fait. Le style Trump pose un peu un problème aux atlantistes, parce qu'ils se retrouvent à devoir quand même justifier des choses qui sont en violation flagrante avec le droit international, etc. Et donc... Oui, comme avant, hein. Mais sauf qu'ils n'ont ça. plus le discours, hein, qui était soi-disant C'est c'était les ça. bonnes intentions. Oui, mais on vit un petit peu, mais bon, c'est pour faire le bien. C'est ça, Il y a et plus le cas, en fait. et dans le cas du Venezuela, en fait, Conspiracy Watch a pendant des années, par la façon dont il traitait le pouvoir chaviste et les déstabilisations impérialistes venant de Washington, par la façon dont ils ont traité ce sujet-là, ils ont en fait fabriqué le consentement, pour utiliser l'expression de Hermann Chomsky, fabriqué le consentement à l'agression impérialiste états-unienne. Par leur attitude, ils ont préparé le terrain pour rendre cette chose-là acceptable. Et dans les médias dominants, il y a eu pas mal de commentateurs pour trouver que c'était très très bien de kidnapper un président en exercice et son épouse, de le traiter comme un narcotrafiquant. Et là, Conspiracy Watch a relayé un élément de langage central de Trump et Rubio sur la narco-dictature. C'est un terme que Conspiracy Watch a utilisé au premier degré. Venezuela, c'était une narco-dictature. Là, factuellement, on est en dehors des clous, mais de très 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 loin. Et donc, à partir du moment où on relaie des éléments de langage justifiant une agression impérialiste, on se retrouve dans une situation en tant que observateur des théories du complot et de la désinformation. En fait, on valide une agression et en même temps, on est en train d'essayer d'observer le phénomène conspirationniste, mais on est dans un grand écart qui est intenable, de mon point de vue. Ce qui revient souvent aussi, c'est le problème des réseaux sociaux. Pour eux, on voit bien que ça a l'air de les terrifier. Est-ce que ça va de pair avec une volonté du pouvoir de plus en plus manifeste de réguler les contenus en ligne, de contrôler, de savoir qui parle, qui dit vraiment quoi là-dessus? Est-ce que tu penses que le fact-checking peut servir je dirais de justification à des politiques de censure? Parfois c'est le cas, oui. Dans le diagnostic qui est présenté et dans les solutions qui sont parfois apportées, on s'oriente vers ça, oui, vers une demande forte de régulation, mais souvent le terme approprié, ça serait plutôt censure. Et je crains qu'on soit sur cette trajectoire-là et qu'en constatant en plus le manque d'efficacité de la lutte anticomplotiste telle que pratiquée par Conspiracy Watch et d'autres, l'étape d'après, ce soit de dire « Ah bon, ça marche pas très bien ce qu'on fait, la pédagogie », vous savez, c'est le terme qui revient souvent dans le discours médiatique pour faire la leçon au peuple. Comme cette approche-là ne fonctionne pas assez, il faut aller plus loin et donc vers une demande de régulation plus forte sur Internet. Et puis aussi, Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt réclame de pouvoir se présenter comme une association pouvant poursuivre des personnes et des organisations pour fausse information. Conspiracy Watch réclame ce droit. C'est une disposition de la loi sur la presse qui n'est pas pour l'instant activée, mais qui pourrait l'être. Et on pourrait accorder le droit à Conspiracy Watch de faire un peu comme la LICRA pour d'autres sujets et de poursuivre des gens pour fausse information. Alors il faudrait établir que ce sont des infox qui sont propagés en connaissance de cause, c'est-à-dire des personnes qui diffusent des infox en sachant que c'est faux. Déjà, bon courage parfois pour démontrer que quelqu'un dit une chose fausse en sachant qu'elle est fausse. Mais bref, si on accordait cette possibilité à Conspiracy Watch de poursuivre des gens pour fausses informations. Alors déjà, j'imagine mal que les fausses informations diffusées par Conspiracy Watch seront poursuivies par elles-mêmes. On change d'univers. C'est-à-dire que des gens vont devoir se retrouver aux tribunaux avec des allégations
de diffusion de fausses informations, et il faudra qu'elle démontre qu'elle n'y croyait pas vraiment, que s'il s'agit effectivement de fausses informations, qu'elle n'y croyait pas vraiment, etc. Et puis en plus, ça ne va pas être, encore une fois, tout azimut. C'est-à-dire que tous les diffuseurs de fausses informations ne vont pas être poursuivis, c'est sûr, par Conspiracy Watch. Et là, on retrouvera encore une manifestation. Dans Tranquille. C'est ça. J'imagine mal Conspiracy Watch poursuivre Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, Brice Couturier, Frédéric Ancel, Pierre-André Taguieff, etc., etc., pour diffusion de fausses informations. Ça sera les gens qui critiquent. Il y aura peut-être des gens qui auront effectivement diffusé des fausses informations. Comme ça, il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, dans leur idée, dans leur business, on prend vraiment des vrais complotistes, des vrais antisémites, des vrais gens dégueulasses, des vrais menteurs, des vrais manipulateurs. Et puis de temps en temps, je vais prendre des gens qui ne le sont pas du tout, je les mets ensemble, je dis oui, regardez, faites-moi confiance, j'ai l'habitude. Un grand sac complotiste et souvent antisémite aussi, parce que généralement, le qualificatif vient très rapidement après. Et tout ça est fait sans nuance, et même parfois, Rudi Reichstadt dit il n'y a pas beaucoup de différence entre les théories du complot. Elles se valent toutes plus ou moins, c'est juste le degré d'acceptabilité sociale qui diffère. Il me semble que c'est une approche assez grossière du sujet et qu'il y a de grandes différences entre les types de théories du complot selon les sujets sur lesquels elles portent, etc. Et qu'on gagnerait à plus de nuances, de distinction et justement de rationalité, et ne pas mettre les gens dans ce grand sac, et des gens qui méritent d'y être. Mais alors, est-ce que c'est souhaitable pour les authentiques complotistes, ceux qui diffusent des fausses informations, de les traiter de la sorte? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un débat public rationnel, orienté vers les faits, avec des émissions rigoureuses, qui, pourquoi pas, qui débunkent, comme on dit, qui rétablissent les faits sur tel et tel sujet, mais de façon, disons, impartiale, objective, tous azimuts, et y compris quand la désinformation et le conspirationnisme viennent de secteurs de l'élite. Ce qui choque parfois quand on écoute ces complotologues, c'est qu'on se demande combien est-ce qu'ils ont vraiment lu de livres d'histoire, de sociologie Est-ce qu'ils cherchent au moins à comprendre l'origine du phénomène du complotisme, au-delà de juste c'est bien et mal, quoi. Dans le cas de Rudi Reichstadt et des autres qui gravitent dans cette orbite-là, oui, il y a des références livresques qui reviennent souvent, mais c'est souvent les mêmes. C'est par exemple Pierre-André Taguieff, qui est peut-être le principal cap, disons, intellectuel sur le sujet des théories du complot. Mais sauf que, Pierre-André Taguieff, son analyse, la façon dont il traite le sujet, elle disqualifie aussi les critiques systémiques. C'est-à-dire que vous lisez le que sais-je de Pierre-André Taguieff sur les théories du complot, ce que j'ai fait, on ne voit pas comment, en fait, l'anti-impérialisme, par exemple, ne peut pas se retrouver dans la case conspirationnisme. Pour lui, vous critiquez le pouvoir à Washington et la façon dont il projette sa puissance de par le monde à travers les 800 bases, etc., les budgets militaires colossaux, les interventions, les déstabilisations, etc., etc. Vous ne pouvez pas développer une critique systémique de cet ordre-là sans vous retrouver dans la case complotiste. Et donc ça part mal, en fait. Si la référence pour le théorie du complot de Rudi Reichstadt, c'est Pierre-André Taguieff, mais c'est aussi Antoine Wittkin, parce que quand on a demandé à Rudi Reichstadt pourquoi il avait lancé Conspiracy Watch, il a présenté deux références importantes, c'est-à-dire Antoine Wittkin et Pierre-André Taguieff, qui venaient d'écrire des livres sur le sujet des théories du complot, au moment où il a lancé Conspiracy Watch, et ces deux personnes étaient membres du Cercle de l'Oratoire. À l'époque, Cercle de l'Oratoire, donc, qui justifiait les guerres d'agression états-uniennes en Irak, en Afghanistan. Et donc, c'est le complotisme, mais à la sauce néoconservatrice. En lien avec ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi savoir que ces gens semblent totalement obsédés par la Russie. Pourquoi et comment ça se manifeste ? Ils sont obsédés par la Russie parce que s'il y a des ingérences étrangères dans les sociétés occidentales, ça ne peut provenir que de la puissance adverse majeure du moment. Et c'est Moscou. Alors, Moscou ne se tourne pas les pouces sur le terrain informationnel. Bien sûr qu'il y a des ingérences, bien sûr. Ça, c'est clair qu'il ne se tourne pas les pouces. Et l'inverse serait surprenant, d'ailleurs, que Moscou regarde les choses comme ça se passer sans agir. Sauf que, il me semble que
quand on veut analyser ces ingérences étrangères, non seulement il faut le faire de façon rigoureuse, il faut bien établir la réalité avant de dire que Moscou s'est ingéré, a déstabilisé dans tel et tel cas. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est-à-dire que, d'accord, intéressons-nous aux ingérences étrangères, mais là aussi, d'où qu'elles viennent. C'est-à-dire, quand les puissances occidentales mènent des opérations sur le terrain numérique de par le monde, eh bien, là aussi, on doit le traiter. C'est pas uniquement quand ça vient de Moscou, de Téhéran ou de Pékin qu'on doit s'y intéresser. Là encore, si la lutte contre la désinformation, la propagande, les ingérences, etc., veut trouver du crédit et un sérieux reconnu de tous, il faut porter son attention sur toutes les formes, toutes les manifestations des ingérences sur le terrain numérique, et l'Occident ne se tourne pas les pouces non plus. Dans un des chapitres du livre, je donne toute une liste d'opérations d'ingérence sur le terrain numérique venant des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, d'Israël. Sauf que ces faits-là, ces opérations-là, n'intéressent pas Conspiracy Watch. Généralement, c'est totalement occulté. Ou quand c'est traité très très rapidement, on passe à autre chose. Ou alors, c'est carrément justifié. C'est-à-dire que, en fait, que ce sont de bonnes ingérences, je mets des guillemets évidemment, ça va. Et mais la Russie, c'est vraiment à la loupe, on regarde ça à la loupe en permanence, à la loupe déformante. Des fois, on observe des choses qui ne sont pas vraiment là. Et donc, ça donne l'impression qu'il y a que les adversaires des puissances occidentales qui mènent des opérations d'ingérence, de déstabilisation sur le terrain numérique, sur le terrain médiatique, alors que non, il y a matière à observer et à critiquer sur les services de renseignement occidentaux, etc. Mais chez les complotologues, généralement, dès que vous mentionnez les services de renseignement occidentaux, hop, ça y est, vous êtes parti dans le camp des complotistes. Même si vous vous appuyez sur les sources historiques, sur des enquêtes journalistiques rigoureuses. Non, vous dites CIA, hop, CIA, non, vous êtes un complotiste. Mais alors pourquoi c'est quoi pour eux la CIA? C'est quoi, une amicale de retraités boulistes? C'est ton épouse? En fait, ils sont disposés à admettre que la CIA a parfois mené des opérations, disons, discutables pendant la guerre froide. Doucement, on va pas trop loin. Ils sont disposés à le concéder. Oui, bon, il y a eu quelques barbouzeries, quelques trucs un peu. Quelques assassinats, tout ça. C'est pas très reluisant. Mais tout ça, c'était dans le cadre de la guerre froide, et donc c'était pour lutter contre le bloc soviétique. Donc, c'était justifié en fait. Après, c'est ce que j'appelle la rhétorique de l'histoire ancienne. La CIA d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Elle est sous contrôle démocratique. Comme Sarkozy, il a changé, tu vois. Les méthodes ne sont plus les mêmes, etc., etc. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans ce paradigme-là, oui, si vous critiquez la CIA, et il y a matière, hein, il y a des enquêtes, il y a des documents qui ont été heureusement qu'il y a des journalistes vraiment de qualité qui travaillent là-dessus. Exactement. Il y a des journalistes surtout états-uniens, parce que voilà, ils s'intéressent particulièrement à leur service de renseignement. Et voilà, il y a des choses vraiment bien établies. Et là, on tombe sur le sujet des spéculations. Il y a des choses, c'est pas des spéculations, c'est bien établi. Par exemple, je cite dans le livre, parce que là, c'est un sujet qui m'importe particulièrement, la CIA a envisagé d'assassiner Julian Assange dans l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est des plans ont été échafaudés, ont circulé au sein de la CIA, et ça, c'est établi. Il y a une enquête journalistique très très approfondie, ils ont consulté de nombreuses sources au sein des services de renseignement états-uniens, et Michael Pompeo, qui était le directeur de la CIA à l'époque, là, quand elle avait envisagé d'assassiner Assange dans l'ambassade d'Équateur à Londres, il ne l'a pas nié. Il a par contre demandé que les sources qui avaient parlé aux journalistes qui ont produit cette enquête soient poursuivis. Il n'a pas du tout nié l'existence de ces plans d'assassinat, mais c'est pas rien. Et combien de Français et de Françaises sont au courant, en fait, de ce plan? Un service de renseignement, le service de renseignement principal des États-Unis extérieurs, a envisagé d'assassiner un journaliste australien dans une ambassade au Royaume-Uni, parce que les révélations de Wikileaks leur avaient déplu. Il me semble que c'est un élément qui devrait être communiqué au public
pour avoir une appréciation de la pratique en fait, du pouvoir aux États-Unis. Mais comme c'est un peu difficile à justifier, on passe ça sous silence. C'est-à-dire que j'ai, dans le contenu de Conspiracy Watch sur l'affaire Assange, les articles, les émissions, il y a une émission de Complorama consacrée à Assange. Cet élément-là n'a pas été mentionné. C'est-à-dire que quand c'est trop embarrassant, trop difficile à justifier, hop, sous le tapis. Parce qu'on peut pas dire à l'antenne de France Info que la CIA a envisagé d'assassiner Julian Assange. Non, alors ça n'existe pas. Et là c'est la manifestation d'un deux poids deux mesures qui me paraît flagrant. Ouais, surtout qu'en plus, les ingérences américaines, elles sont multiples, hein, que ce soit par la CIA. En tout cas, s'il ne faut pas dire CIA, tu peux dire la NED aussi, parce qu'ils ont essayé d'ailleurs, après la commission Church des années 70, justement, la CIA dit c'est un peu trop visible, on va essayer de donner ça à d'autres structures pour faire des ingérences. Mais il y en a eu plein et elles sont parfaitement documentées. La NSA. Et d'ailleurs, c'est sur leur site Internet, et ils le font moins maintenant. Ils ont réduit la transparence, mais tu voyais très bien que dans tous les pays, ils étaient en train de subventionner des personnes sur des faits qui relèveraient d'ingérence, clairement, quoi. Oui, ou la NSA, puisque là, les révélations d'Edward Snowden sont très très claires sur la pratique d'une surveillance massive des télécommunications, des échanges sur Internet. Mais là encore, Edward Snowden, la façon dont Conspiracy Watch le traite, là, c'était dans l'émission sur Julian Assange. Déjà, on voit la nonchalance intellectuelle, puisque les deux sont considérés comme des lanceurs d'alerte, alors que l'un est effectivement lanceur d'alerte, Edward Snowden, et l'autre, c'est un journaliste, Julian Assange, qui publie des documents issus de lanceurs d'alerte. Bon, pour eux, c'est pareil. Bref, et Snowden est considéré comme quelqu'un qui est de mèche avec Moscou, maintenant. Et c'est comme ça qu'on essaie de disqualifier la personne, ce qu'il a apporté, puisque c'est quelqu'un qui s'est exposé. Enfin, il a sacrifié sa vie, son confort, pour livrer des informations au public, parce qu'il avait constaté, de par son travail à la CIA et à la NSA, des dysfonctionnements graves et qu'il a souhaité les rendre publics. Mais les gens qui sont sur la ligne atlantiste, ils préfèrent mettre ça, on passe rapidement à autre chose. Bon, c'est des révélations qui ont un écho quand même assez important, mais pour eux maintenant, Snowden, c'est le type qui est à Moscou et qui est de mèche avec Poutine. Alors que, là encore, c'est les faits qui ne sont jamais rappelés. Pourquoi Edward Snowden est à Moscou ? C'est parce qu'il souhaitait se rendre en Équateur, aidé par Wikileaks, justement, et la seconde de Wikileaks à l'époque, Sarah Harrison, qui l'a exfiltré de Hong Kong, et le projet, c'était qu'il se rende en Équateur, voilà, pour être hors à la portée de Washington. Sauf que les autorités états-uniennes ont invalidé son passeport alors qu'il était en vol entre Hong Kong et Moscou. Et il s'est retrouvé coincé sur le sol russe. Ce sont les autorités états-uniennes qui ont bloqué Edward Snowden sur le territoire russe. Quelle vision il porte sur les critiques de l'Union européenne ? Dès qu'on développe une critique radicale de la construction européenne, du fonctionnement de l'Union européenne, là encore, on a de fortes chances de se retrouver dans le camp des complotistes, des populistes, de la radicalité politique, puisque... C'est sûr que CIA, ça, l'Union européenne, on arrive vite à 80% des Français qui vont être complotistes. Là, on sort du cercle de la raison. C'est le cercle de la raison de demain. C'est une évidence que la construction européenne, c'est un projet souhaitable, qu'il faut le renforcer, le développer, qu'il faut aller plus loin. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'est pas allé encore assez loin. C'est le théorème de Bernard Guetta, hein. C'est Pierre Rimbert qui avait pointé ça dans un article. Donc non, là, je ne vois pas de forme, disons, radicale de critique de l'Union européenne qui soit admise par les complotologues et les fact-checkers. C'est à travers le traitement de sujets comme ça qu'on voit les biais, en fait, les deux poids deux mesures. C'est-à-dire que, quel que soit le type d'argument que vous développiez, après, voilà, la critique de l'Union européenne radicale, elle vient de secteurs de la droite, de l'extrême droite, de la gauche, de l'extrême gauche. Mais si vous allez trop loin, et alors là, si vous proposez d'une rupture radicale avec l'Union européenne, si vous proposez d'en sortir, impossible de ne pas se retrouver dans le collimateur. Après, toute
tous les arguments, tous les éléments qui sont présentés pour critiquer radicalement l'Union européenne ne sont pas disons, justifiés. Il y a des choses qui sont encore spéculatives, tout ça. Mais c'est un choix politique, c'est tout. Voilà, c'est une option politique qui devrait être débattue, etc. Et n'est pas vue comme, je sais pas, une espèce de folie populiste, extrémiste et complotiste, parce que généralement, on se retrouve dans le même grand sac dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, si vous souhaitez développer une critique systémique de la construction européenne, de son fonctionnement actuel, attendez-vous à être épinglé par Conspiracy Watch et les autres de cette mouvance. Il y a un cercle de la raison, mais qu'un arc républicain, c'est que ça devient compliqué Oui, ça se recoupe beaucoup avec ce prétendu arc républicain nouvellement défini. Ouais. Quand tu n'es pas dans le parti unique, quoi. Là, c'était un problème. En fait. Ça. C'est le sujet. Alors bon, on a bien compris que critiquer l'Union européenne, alors non, ça c'est hors de question. Bon, au contrario, défendre des génocides, ça c'est pas très très problématique. Et justement, quel traitement ils ont eu sur Gaza? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bien sûr, Gaza, sur le 7 octobre 2023, Conspiracy Watch a fait partie des médias, des organisations, des commentateurs qui ont relayé des fausses informations à propos du 7 octobre. Chose sur laquelle ils ne sont pas revenus par la suite. Ça, c'est peut-être qu'on en parlera, c'est que c'est un média qui affirme n'avoir commis aucune erreur en 20 ans de production, ce qui est quand même... oui, ça force l'admiration ou l'étonnement au choix. Et donc, sur le 7 octobre, Conspiracy Watch a fait partie des médias qui ont relayé la fausse information sur les bébés décapités. Voilà, c'est toujours en ligne. Vous pouvez aller voir. Il y a une revue de presse. Voilà, Conspiracy Watch toutes les semaines publie une revue de presse. Voilà, où ils traitent différents sujets de ce qu'ils ont vu dans la semaine écoulée. Et ils ont notamment reproduit un extrait d'un article du Point, sans aucune distance, sans le critiquer, dans lequel il était allégué qu'il y avait eu des bébés décapités le 7 octobre. Conspiracy Watch a également relayé la fausse information sur la doctrine Hannibal. Alors peut-être qu'il faut un point de précision. La doctrine Hannibal, c'est un dispositif qui serait activé par l'armée israélienne pour empêcher que des fractions armées palestiniennes aient des otages israéliens, et donc qui permettrait à l'armée israélienne d'avoir, disons, un peu la main lourde et de ne pas trop prêter attention aux dégâts qu'elle ferait, y compris d'Israéliens, de soldats israéliens ou de civils israéliens qui seraient sur le point d'être capturés par des forces palestiniennes et emmenés en otage. C'était avéré que cette doctrine avait existé, qu'elle avait été pratiquée par le passé, mais Conspiracy Watch a affirmé, en attaquant John Mearsheimer, qui lui disait que la doctrine Hannibal avait été activée le 7 octobre 2023. Et donc Conspiracy Watch dit non, c'est faux, cette doctrine a été abandonnée, elle n'est plus pratiquée, John Mearsheimer est un complotiste et diffuse des fausses informations. Bref. Sauf qu'il y a eu un travail journalistique après, et notamment une enquête de Haaretz, qui a établi qu'en effet, la doctrine Hannibal avait été activée le 7 octobre. Alors, on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, combien d'Israéliens ont été tués par Tsahal, parce qu'en fait, on manque d'une enquête approfondie pour l'établir. Netanyahou refuse absolument toute enquête sur le 7 octobre. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu l'enquête approfondie qui permettrait d'établir le nombre de personnes, de militaires, de civils israéliens qui ont été tués par l'armée israélienne ce jour-là. Et donc, après la publication de cette enquête par Haaretz, Conspiracy Watch a été forcé d'admettre bon, finalement, la doctrine Hannibal existe toujours, elle a été activée le 16 octobre, mais là... Mearsheimer est toujours complotiste, en fait. Mais on ne va pas présenter d'excuses à John Mearsheimer et aux autres qui ont allégué ça à l'époque. Et ça, c'est une pratique vraiment récurrente chez Conspiracy Watch, c'est que quand on se trompe et qu'on est plus ou moins contraint de l'admettre, c'est le cas sur le Russiagate aussi, jamais on verra un correctif, un erratum sur le site de Conspiracy Watch disant bon, les faits. C'est comme l'Irak, c'était de bonne foi. C'était de bonne foi. C'est ça. Les faits établis aujourd'hui montrent que nous sommes trompés. Non, mais
En fait, on peut y voir en fait une manifestation, un mécanisme de défense. C'est-à-dire que Conspiracy Watch est, il est vrai, beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux, voilà, les torrents d'invectives, de moqueries, etc., etc. Et donc se dit, si jamais on reconnaît une erreur, ça va être utilisé par nos détracteurs pour dire en fait vous n'êtes pas fiable, etc. Bon, oui, peut-être que certains feront ça, en effet, mais si ces complotologues veulent trouver du crédit et être davantage écoutés, eh bien, ils devront passer par là. Il faut reconnaître ces erreurs. Moi, il se trouve que dans le cadre de mon travail sur Conspiracy Watch, donc peut-être qu'il faut dire qu'à l'origine, il y avait des articles publiés sur Blast. Voilà, j'ai fait une série sur Blast, et puis j'ai développé, j'ai enrichi, j'ai actualisé ces articles pour en faire ce livre. Et il se trouve que j'ai commis une erreur sur un sujet à propos des subventions. C'est-à-dire que j'ai consulté la base de données officielle de l'État français et je voyais qu'une subvention était accordée sur plusieurs années à Conspiracy Watch pour l'organisation d'un concours de dessin de presse. Et donc, je voyais que ça, sur plusieurs années, une subvention était accordée pour ce motif-là. Et je dis, mais c'est bizarre, puisqu'il n'y a eu qu'une seule édition de ce concours de dessin de presse. Et donc, oui, j'ai commis une erreur, en fait. C'était une erreur qui venait de la base de données officielle de l'État français. Et la dénomination était mauvaise. Ils avaient oublié de la corriger pour les années suivantes. Eh bien, voilà, ça ne me fait pas plaisir. Moi, je préfère avoir raison, ne pas me tromper, mais je suis contraint de reconnaître que je me suis trompé. Oui, et donc l'article de Blast a été modifié pour tenir compte de cette erreur. Dans le livre, évidemment, ça a été corrigé, et je l'admets. Et oui, c'est pas agréable. Je fais partie des gens qui ont un peu un problème avec l'erreur, et c'est inconfortable. Je n'aime pas me tromper. Je souhaiterais que les complotologues soient dans la même situation. Ouais, parce que ce qui est assez flagrant dans ton enquête, c'est que on constate qu'ils sont extrêmement indulgents avec toutes les fausses informations, avec les fake news, avec les manipulations qui proviennent du pouvoir ou de leur propre camp idéologique. Tu citais aussi par exemple le Russiagate, ça peut faire partie aussi de ça. Finalement, ça veut dire aussi qu'il y a les bons et les mauvais complotistes. Clairement, oui. Ceux qui ont soutenu, relayé, amplifié le Russiagate, alors il faut peut-être un rappel de ce qu'est le Russiagate. Rappelle-le, oui. En tout cas, dans sa version forte, le Russiagate, c'est une thèse qui affirmait qu'il y avait une collusion entre l'équipe de Donald Trump et Moscou en 2016 pour faire élire Donald Trump à la Maison-Blanche. Une collusion, c'est pas une collusion active, c'est-à-dire une entente, etc., plus les interventions sur les réseaux sociaux, dans le but, en fait, c'est ça, on affirme que en fait, le Kremlin a pris le contrôle des États-Unis en 2016 en faisant élire Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors, si vous reportez au traitement médiatique de l'époque, c'était constant, il y avait des épisodes, des rebondissements sans arrêt, et ça y est, on était sur le point de découvrir le smoking gun, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que la preuve ultime établissant que Donald Trump et son équipe s'étaient effectivement concertés, coordonnés avec le Kremlin lors de l'élection de 2016. Sauf que les faits... Les années passées, les enquêtes se déroulant, les faits n'étaient toujours pas là. Et plusieurs années après, ils ne sont toujours pas là. Et donc, il me semble que maintenant, avec le recul, avec toutes les enquêtes qui ont été produites par de vrais spécialistes du Russiagate, et moi j'en cite deux notamment, Aaron Maté, qui est un journaliste canadien, et Matt Taibbi, un journaliste états-unien, qui sont, de mon point de vue, les meilleurs spécialistes du Russiagate, qui ont enquêté, qui ont lu tous les documents qui ont fuité, les documents déclassifiés, etc. Et eux établissent, preuve à l'appui, que c'est une pure théorie du complot. Mais une théorie du complot acceptable dans l'espace médiatique dominant et chez les commentateurs politiques, etc. Sauf que c'est une théorie du complot qui ne veut pas mourir. Encore maintenant, vous pouvez trouver des personnes pour soutenir comme, je sais pas, Brice Couturier ou Antoine Vitkin, par exemple, qui, dans Franc-Tireur, pour soutenir la version forte du Russiagate, qui prétend que non, Trump est un agent russe, et Antoine Vitkin se demande même si ça ne fait pas 40 ans que Trump est un agent sous contrôle de Moscou. Et il a donc produit une enquête à la fois
documentaire diffusé sur France 5, il me semble, et aussi une enquête écrite dans Franc-Tireur. Mais je ne vois pas en quoi ça se distingue d'un conspirationnisme dans le plein sens du terme. C'est-à-dire qu'il affirme des choses sans fournir les preuves. Dans le documentaire, il dit même qu'il donne une date précise pour le pacte qu'auraient noué Donald Trump et Vladimir Poutine. Ben, là, quand on affirme des choses comme ça, on dit quelles sont vos preuves, les documents, les fuités, déclassifiés, les échanges Non, il n'y a pas de preuves, rien n'est établi, et pourtant c'est acceptable. C'est acceptable parce que ça rentre dans un cadre de pensée qui fait de Moscou un acteur tentaculaire, qui opère, qui manipule, organise des opérations de déstabilisation ici de par le monde. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont inactifs, mais quand on affirme que Moscou a mis la main sur la Maison-Blanche en 2016 en faisant élire un agent, ça demande des preuves importantes. Et le rapport Mueller, mais pas seulement, les enquêtes journalistiques, etc., n'ont établi que les preuves n'étaient pas là, et c'est même plutôt l'inverse. Et par contre, alors les mêmes qui vous affirment que Donald Trump est dans la main de Poutine n'ont pas l'idée de creuser un peu le sujet sur les liens entre Donald Trump et des réseaux pro-israéliens. Et pourtant, il me semble qu'il y a matière à enquêter. C'est complotiste, ça. Voilà, c'est ça. Il y a matière à enquêter sur ce sujet-là. Et c'est pas seulement maintenant avec, disons, l'influence manifeste que semble avoir Netanyahou sur Trump. Mais, attention, c'est en train de devenir antisémite, ça. mais c'est le rôle, par exemple, de Myriam Adelson, qui a financé la campagne de Donald Trump, la dernière, à hauteur de, je crois que c'est 100 millions de dollars. Et Donald Trump a fait applaudir Myriam Adelson au sein de la Knesset, il me semble, en disant explicitement que cette dame, qui donc était la veuve de Sheldon Adelson, qui était un magnat des casinos aux États-Unis, et qui est proche de Trump, et qui l'a beaucoup aidé dans ses campagnes, il l'a fait applaudir à la Knesset en disant « Oh oui, c'est formidable, elle et son mari, ils n'arrêtaient pas de s'inviter à la Maison-Blanche, même quand ils n'étaient pas sollicités, ils n'arrêtent pas de me demander des choses pour servir Israël. » C'est-à-dire qu'il le dit. Il le dit. Look at Miriam, she's back there. Stand up, Miriam. Stand up. Miriam and Sheldon would come into the office, they'd call me. I think they had more trips to the White House than anybody else I could think of. Miriam, stand up, please. She really is. I mean, she loves this country. Mais non, là, il n'y a pas d'Israel Gate. Le Russia Gate, rien. Factuellement, il n'y a rien. Israel Gate, Donald Trump fait applaudir cette dame qui finance sa campagne. Il dit qu'elle est formidable, arrête pas de me demander des choses pour servir les projets coloniaux d'Israël, tout ça. Ah non, là, les fact-checkers, les complotologues n'auront pas l'idée de dire bon, il y a peut-être une forme de collusion là entre Trump et ses réseaux pro-israéliens. Alors, ils ont aussi une super technique dont ils abusent très souvent, c'est celle de la culpabilité par association et des amalgames permanents. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples ? Oui, c'est un sophisme récurrent chez les complotologues et c'est les gens qui pratiquent l'anticomplotisme de cette façon-là. Si on peut vous relier d'une quelconque façon à une personne qui est identifiée comme complotiste, antisémite, radical pour tel et tel sujet, mais de façon parfois très acrobatique. Par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un à l'occasion d'un événement public, si vous avez publié dans une revue ou des personnes peu recommandables publiées par ailleurs, si vous avez eu des engagements politiques la chronologie n'existe jamais en fait avec ces gens-là. Il n'y a pas de chronologie, les gens ne changent pas, tout contamine tout, il n'y a pas de nuance. Et c'est une façon de se dispenser de produire une réfutation des discours, des analyses, des faits qui sont présentés pour défendre telle et telle position. Plutôt que de faire ça, ce qui parfois est difficile, et ça demanderait de la documentation, des recherches,
on préfère relier la personne qu'on cherche à discréditer à quelqu'un de peu recommandable, et comme ça, hop, c'est pas la peine, on passe à autre chose, et cette personne est disqualifiée parce que, vous la reliez parfois sur des choses qui sont ténues, obsolètes, etc. Et moi, j'estime que je me suis abstenu de faire ça pour, justement, Rudi Reichstadt et Conspiracy Watch. Certes, je décris le parcours, les personnes dont il s'est rapproché, Pierre-André Taguieff pour le cercle de l'oratoire, les mouvements néoconservateurs. Mais en fait, je ne dis pas que Rudi Reichstadt, parce qu'il a fait ça un jour, est à jamais sur une ligne néoconservatrice, pro-israélienne, etc. Non, je porte mon attention, j'analyse les discours, ce qui est produit par Conspiracy Watch. Et il y a beaucoup de transcriptions aussi, d'émissions, d'interviews. Je reproduis des posts. Enfin, il me semble que j'ai été loyal avec j'utilise de l'ironie parfois, il y a de la moquerie, certes, j'en conviens. Mais je prête mon attention sur ce qui est produit intellectuellement, les démonstrations de Conspiracy Watch, le contenu, et pas dire Rudi Reichstadt est un ami de Raphaël Enthoven et de Caroline Fourest. Il a été reçu dans le séminaire de BHL, donc tout ce qu'il dit non. D'ailleurs, je tiens à dire que je ne cherche pas à disqualifier en bloc toute la production de Conspiracy Watch. C'est selon les sujets. Il y a des choses qui sont parfois valides. Comme je me suis beaucoup exposé au contenu, parfois j'ai appris des choses. Conspiracy Watch, et Rudi Reichstadt m'a appris des choses sur tel et tel sujet. Oui, c'est très bien. Mais sur certains sujets, je dirais les sujets les plus politiques, les sujets les plus géopolitiques, c'est là que, comme je l'ai dit, que les biais se manifestent le plus. Mais ce n'est pas parce que Rudi Reichstadt se plante sur le Russiagate, et il s'est vraiment bien planté, et il refuse d'admettre que c'est le cas, qu'il a tort sur tout. Enfin, il me semble qu'il faut sortir de ces logiques manichéistes. Oui, et puis c'est puéril. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un débat argumentatif raisonné et rationnel quand on recourt à ces stratagèmes-là. Non, quand on se gourre sur un sujet, ça ne veut pas dire qu'on a tout faux sur un autre. C'est pas parce qu'on a fréquenté telle et telle personne que ça contamine à jamais votre vie, votre parcours, etc. On peut s'amender, estimer qu'on s'est trompé sur tel et tel sujet, suivre une autre... Non, et vraiment, il me semble que le plus important, le plus intéressant, c'est les discours, les analyses, la production concrète, et puis... Je pense qu'on gagnerait beaucoup en qualité de débat public, d'échanges même, y compris sur les réseaux sociaux, si on se focalisait sur la meilleure version des idées qu'on cherche à contredire. Arrêtez de pilonner les versions les plus caricaturales, les plus maladroites, les plus branlantes intellectuellement, des positions qu'on cherche à réfuter. Ouais, surtout finalement, ce genre de culpabilité par association, tu finis par dire « oui, non mais t'es un peu louche parce qu'une fois t'as pris le métro avec la concierge de Dieudonné, donc t'es pas très nette ». Finalement, ce genre de truc, c'est quelque chose de très complotiste à la base. C'est ce que font les complotistes qui ont dit « ah mais une fois, regarde, t'es passé devant l'ambassade d'Israël il y a 12 ans, donc forcément t'es un agent ». Ce genre de truc, c'est complotiste à la base. Oui, et puis là, on peut revenir sur le cas des Gilets jaunes, Conspiracy Watch, parce que Dieudonné, Soral, d'autres personnalités de cette mouvance-là ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes, ou parfois se sont présentés dans des rassemblements de Gilets jaunes, que ça contamine le mouvement. Et pourtant, quand on écoute Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt sur le mouvement des Gilets jaunes, on a l'impression que parce que Dieudonné s'est pointé sur un rassemblement de Gilets jaunes et, semble-t-il, il a été bien accueilli, machin, voilà, ça y est, le mouvement est discrédité à jamais. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut dire, ça ne vaut plus, et ça y est, il s'est compromis avec l'antisémitisme. Ça, c'est pas une démonstration. En fait, ça démontre qu'une seule chose, c'est que vous cherchez à dénigrer, à discréditer à tout prix ce mouvement, en le revoyant dans ce même grand sac comploto-antisémite, et sans porter un regard impartial, loyal sur ce mouvement, avec ses contradictions, ses diversités, et puis avoir une approche aussi sociologique. Il y a des chercheurs qui sont penchés sur le mouvement des Gilets jaunes, ont cherché à comprendre
exactement qui étaient les gens qui y participaient, les gens qui y soutenaient, voir voilà, d'où elles venaient dans leur parcours, et puis leur position économique, sociale, etc. Mais ça n'intéresse pas Rudi Reichstadt. Il faut produire des éléments qui le renvoient vers l'abject et jusqu'à en faire un mouvement de complaisance avec l'antisémitisme. Et puisque ça, c'est dit dans l'article que j'ai mentionné, et puisque le mouvement des Gilets jaunes avait cette prétendue complaisance avec l'antisémitisme et que le mouvement, au début, était soutenu massivement par la population française, alors c'est la population française qui s'est compromis avec l'antisémitisme. Et il me semble que dire ça, ou le sous-entendre, parce que c'est en conclusion de l'article, ça demande une démonstration conséquente, des faits, des enquêtes, etc. De dire que la population française a une complaisance forte avec l'antisémitisme, il faut l'établir, hein, parce que en plus ça a des implications funestes. Si vraiment c'est le cas, c'est grave. Ce qui est assez dingue, c'est qu'ils se revendiquent beaucoup des faits, de la vérité, de la raison, de la science, alors que la science s'est prononcée sur les effets du fact-checking. Il y a quand même des études scientifiques là-dessus et elle a conclu qu'en général, les fausses informations, elles n'avaient guère de poids sur des résultats électoraux. Certaines ont même montré que le débunkage avait même plutôt tendance à avoir un effet contre-productif. On a publié un article de Camille Adam sur ce sujet sur Elucide, on vous met le lien en description, et c'est vraiment très intéressant de revenir à des fondamentaux scientifiques. Est-ce qu'ils en ont conscience ? Alors, je pense qu'ils en ont conscience dans la mesure où ils ne répercutent les données de la science que quand elles confortent leur propre approche du sujet. Donc, s'il s'agit de dire que le fact-checking soit produit des effets un peu pervers ou est inefficace, c'est pas des choses qu'ils mettront volontiers en avant. Et puis, j'ai noté aussi qu'il y a une étude suédoise c'est un sujet intéressant, et ça, je l'ai appris grâce à un YouTuber que vous connaissez ici, Lex Imperi, qu'une étude suédoise montrait que les officines de désinformation russes utilisaient, disons, la surréaction des fact-checkers occidentaux et la panique morale autour des ingérences russes. Ces officines russes utilisaient ça comme argument pour dire vous voyez, ce qu'on fait, ça marche, on a besoin confie-nous davantage de contrats, et c'était pour s'attirer des marchés, en fait. Donc, quand Attends, tu veux dire que parce que tu as des Russes qui vont faire 4 posts sur les réseaux sociaux qui sont vus par personne et que tout d'un coup, tu as l'ouverture du JT sur regardez ce qui se passe, les types, ils en profitent, ils disent regardez comme ça marche bien, donnez-nous plus d'argent, en fait. En Russie, c'est ça. Eh bien, voilà, c'est ce que cette étude montre, c'est-à-dire que c'est un argument promotionnel de ces officines. Vous voyez, en Occident, ils sont dans un état de panique quant à nos activités, donc ce qu'on fait, ça marche, donc confiez-nous davantage Et ça, bon, cette étude, il me semble qu'elle serait... oui, elle est intéressante, il faudrait peut-être la discuter, la critiquer, si elle est attaquable sur... Mais bon, les personnes qui ont mené cette étude ne sont pas dans la main de Moscou, hein, jusqu'à preuve du contraire. Il me semble que c'est intéressant. C'est pas très favorable à Moscou. Et puis pour les gens qui luttent contre la désinformation, la propagande aussi, notamment la propagande russe, peut-être que ça serait de nature peut-être à réviser un peu l'attitude et à ne pas à chaque fois surréagir et à en faire des caisses dès qu'on prétend avoir identifié une opération russe médiatique sur le terrain numérique, et à amplifier, à faire comme si toute la population française était exposée à cette désinformation et y adhérer comme des éponges. Non, ça demanderait un peu de nuance, un peu de discernement, et puis, encore une fois, aussi porter son attention sur la désinformation, les manipulations, quand elles viennent d'ailleurs que de Moscou, de Téhéran ou de Pékin. Moi, je ne demande pas que les spécialistes s'arrêtent d'observer ce que fait Moscou, etc. Mais faites-le
sérieusement, rigoureusement. Attendez peut-être d'avoir des données fiables et solides avant de claironner des conclusions. Ça serait peut-être souhaitable aussi. Et de ne pas conditionner la population française en la mettant dans des dispositions où elle se croit assiégée. C'est vraiment, on a l'impression que les puissances occidentales sont des citadelles assiégées avec des ingérences étrangères malveillantes de toutes parts, et que si ces ingérences n'avaient pas lieu, grosso modo, tout irait bien. Que la situation serait assez satisfaisante avec des... Que le président Valls, au moins, pourrait en discuter avec... Ou le président Glucksmann, qu'on serait dans une situation plus ou moins satisfaisante médiatiquement, des contre-pouvoirs, qu'il n'y a pas de critique systémique à développer des médias dominants. Et là, j'invite les internautes à se porter sur les travaux de critique des médias, parce que je revendique cette filiation. J'estime que c'est une activité hautement nécessaire, la critique des médias radicales, et donc à se référer aux travaux importants dans ce domaine, ceux de Chomsky et Herman, ceux de Pierre Bourdieu, ceux d'Acrimed, l'association de critique des médias. Mais aussi Elucide qui pratique la critique des médias. Le Monde diplomatique aussi a publié beaucoup de contenu dans cette veine-là. La critique systémique des médias dominants, elle a sa légitimité, elle est bien établie factuellement, elle présente des preuves. On peut critiquer radicalement les médias dominants sans se retrouver dans le grand sac populisto-comploto-antisémite que brandissent les complotologues pour essayer de discréditer et de disqualifier toute critique systémique de l'ordre établi. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Laurent. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Eh bien, le coût humain réel de l'impérialisme occidental sous domination états-unienne. C'est-à-dire que les opérations militaires, avec leurs effets, leurs victimes, c'est un peu connu, mais les ordres de grandeur le sont moins. Mais il y a aussi un autre volet, des sanctions, qu'on devrait appeler les mesures coercitives unilatérales. Et donc, il y a des études qui ont été produites sur ce sujet-là. Et donc, pour le versant militaire, disons, flagrant, les bombes, etc., la létalité des interventions militaires, par exemple, le programme Cost of War de l'Université Brown a établi que depuis le 11 septembre, donc toutes les interventions militaires états-uniennes depuis le 11 septembre ont causé, de façon directe et indirecte, 4,5 millions de morts. Mais c'est pas tout. Déjà, ce sont des ordres de grandeur qui sont peu connus et qui mériteraient d'être présentés là encore au public, dans les médias, débattus, etc. Mais il y a aussi les sanctions. Et les sanctions, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'une étude publiée dans The Lancet l'année dernière a montré, alors il y a des extrapolations disons, sur les chiffres, mais on serait, pour la période 1970-2021, dans un ordre de grandeur de 38 millions de morts de par les sanctions unilatérales occidentales. Voilà. Il faut avoir cet ordre de grandeur en tête, 28 millions de morts. Et donc, quand on vous parle, par exemple, du Venezuela, de l'Iran, ce serait bien quand même de rappeler que ces pays, et d'autres, sont ciblés par ces sanctions. Et les sanctions, ce n'est pas seulement pour l'élite, les dirigeants, parce que justement, les dirigeants ont souvent des mécanismes pour se protéger des effets des sanctions. Ils ont des amortisseurs. Alors que la population, eh bien, quand vous avez un système de santé qui s'effondre, vous n'avez pas de solution de secours. Et donc, il faut aussi avoir en tête que 51%, je crois, des victimes de ces sanctions-là, quand on parle de ces ordres de grandeur, ce sont des enfants de moins de 5 ans. 51% des victimes sont des enfants de moins de 5 ans. Donc, je souhaiterais que ces éléments, ces données soient davantage, circulent davantage, parce que tout ça est fait en notre nom, en fait. Les sanctions les plus meurtrières, l'étude l'établit, ce sont les sanctions qui viennent des États-Unis.
Mais nous participons aussi à ce régime de sanctions, et tout ça est fait en notre nom. C'est nos États qui sanctionnent ces pays, et ça a des répercussions très concrètes. Ce sont des millions de victimes, donc peut-être que ce serait bien de sortir de ce système-là, en tout cas de discuter de la pratique de ces sanctions, et on verra ce que le peuple français en pense. Mais il me semble que si on leur présentait ces données, peut-être que la population, si voilà, elle avait des positions bien établies sur le sujet, mais en tout cas, elle pourrait réviser son jugement sur les sanctions qui sont parfois évoquées comme ça brièvement, mais voilà, les sanctions, c'est ça.